Attends. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent, deuxième rendez-vous de cette semaine. On va parler dans quelques instants des équipes qui sont en bilan négatif, mais qui peuvent encore éventuellement espérer faire un run vers les playoffs avec Seb, avec Yaya, avec Flo. Salut les amis, comment ça va ? Salut, bonjour, bonsoir à toutes et tous, et un bonsoir, un bonjour particulier à Kevin qui nous écoute dans sa cuisine. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis content d'être avec vous à nouveau ce soir. Et Bonjour, Flo. bonsoir à toutes. Voilà. Ouais, merci bien. Les derniers pour. Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Et merci de cette petite invite encore une fois pour venir parler de certaines équipes. T'es invité tout le temps. Et alors, comme on avait envie de se faire un petit plaisir ce soir et ce matin, et quand vous écouterez ce podcast, on a décidé de vous offrir un peu de soleil. On s'est dit, allez hop, le temps est gris, surtout chez moi, Dunkerque, mais le temps est pas fameux. Donc, on vous a offert un peu de soleil et on va partir pendant ces 10 premières minutes du côté de la Martinique pour aller parler avec deux amis, Tony et Ulrich. Salut les amis, comment ça va ? Salut, ça va. Salut. Et on va vous parler notamment de votre cagnotte, puisque, par où commencer ? Vous êtes invité à aller à Tampa Bay. C'est ça. Alors, par le biais du compte Instagram Planners, et quand je suis le président fondateur, j'ai reçu en fait une invitation de la part de l'organisme USA Flag. Un message en fait qui arrivait sur le compte Insta qui m'invitait en fait à la compétition. Donc moi j'ai vu le message, j'ai dit je crois que c'était une blague. Pas trop calculer les messages à réagir. 2 jours après je le regarde et je contacte moi du coup qui est en France, Leslie Bicep que vous connaissez peut-être, c'est d'Iron Mask. Elle me dit mais mais faut t'inscrire et tout absolument, c'est un tournoi incroyable, il y a plus de 1200 équipes et tout. Moi j'en parle au gars Nick et là ils me disent mais non c'est pas possible, c'est une blague et tout. Donc on fait nos recherches et il s'avère qu'en fait c'est un vrai tournoi. Donc ce qu'on a fait c'est que on a beaucoup réfléchi, on a essayé de trouver pas mal de solutions pour partir. Donc on a décidé de partir en sélection Martinique. Donc à savoir qu'en Martinique maintenant il y a 3 clubs officiels. Ce qu'on a fait c'est qu'on a fait un combine. Nous allons prendre les meilleurs joueurs pour partir du coup à Tampa et essayer de défendre nos couleurs, celles de la Martinique. Tout à fait. Vive la Martinique. Ulrich, toi, je suppose impatient d'aller du côté de la Floride. Oui, impatient, surtout pour représenter les couleurs de la Martinique. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs de la Caraïbe qui seront là. Il y a beaucoup d'équipes de la Caraïbe qui seront là. Donc, ce sera un vrai honneur de mettre le pied sur la terre du foot. Donc, franchement, ce sera un événement exceptionnel. Est-ce que vous y allez avec un objectif particulier ? Est-ce que vous êtes fixé un objectif ? Parce que tu l'as dit, il y a 1200 équipes, donc c'est un très très gros tournoi. Hein. Champion. Ça a sauté pile à ce moment-là. Il a dit champion. Hein. Il a dit champion. Ouais. Non, on va déjà pour se montrer, pour la Martinique joue au flag. Et ça, donc, faire des contacts et pourquoi pas une équipe mixte, une équipe garçon et une équipe femme. D'accord, ok. Donc vous êtes sur une équipe garçon, une équipe fille. Est-ce que et donc pour vous aider à partir, parce que évidemment ça a un coût. On avait passé un petit coup de main à l'équipe de France de flag football avant les championnats du monde qui s'étaient déroulés en Finlande au mois d'août et où il y avait eu aussi une cagnotte mise en ligne pour leur permettre de partir. On rappelle que l'équipe de France avait terminé 5e chez les garçons, 11e chez les filles de ce championnat du monde. Là, c'est pareil. Yawaik, notamment, qu'on salue, qui a fait un live Instagram avec vous et qui nous a dit, les copains, est-ce que vous pourriez contacter nos amis de la Martinique pour voir si vous pouvez leur donner un petit coup de main, ce qu'on fait toujours avec grand plaisir. Alors, dites-nous un petit peu comment ça se passe au niveau de la cagnotte, où est-ce qu'on peut donner. Évidemment, on mettra le lien en regard du podcast et surtout les compensations qu'il peut avoir, etc., etc. Ok.
2 ans premiers, parce que de base, c'était les Canards qui devaient partir. Au final, on a réfléchi l'équipe. Donc, c'est les Canards qui ont fait la question. Savoir que c'est la Ligue qui va bénéficier de la somme qui va être versée. Voilà. Ensuite, Ulrich, du coup, va se charger de tout ce qui est organisationnel. Comme c'est le président de la Ligue. Ah non, je ne me suis pas présenté. Donc, oui, je suis président de la Ligue et ça fait 6 mois. 6 mois. Donc, celui qui était à l'origine de la Ligue, c'est M. Rémi Braillet, qui a dû partir pour des raisons professionnelles. Donc, j'ai repris le flambeau derrière. Voilà. Du coup, oui, on va organiser toute la partie organisation, logistique et événements avec les joueurs. Ulrich, est-ce que tu peux nous rappeler en gros le montant qu'il vous faudrait pour cette cagnotte, idéalement? 100 000. Le million. Le million. Il faudrait environ 18 000 euros. 18 000 euros, ouais. C'est l'objectif. Alors, 10 000 euros, c'est le premier objectif. C'était à 11 000 euros. On t'entend de très loin, Tony. Pardon, je sais qu'on a réduit les... Et du coup, 18 000 euros, c'était la somme initiale. Là, on a diminué à 11 000 euros. D'accord, 11 000 euros. Bon, 11 000 euros, on va essayer de trouver ça. Enfin, moi, je pourrais pas vous donner 11 000, hein, je vous le dis. C'est peut-être, mais non, mais c'est tout ça pour rappeler effectivement que tous les dons, ça fait un peu téléthon, ce que je veux dire, hein, mais même le plus petit don, même si vous donnez 10 euros, 20 euros, ça aide déjà. Et mine de rien, on sait qu'il y a de plus en plus de gens qui écoutent le podcast. Si toutes les personnes qui écoutent ce podcast donnent 10 euros, ça va déjà faire une grosse somme dans la cagnotte. Vous voyez, donc, exactement. Depuis la dernière fois, vous avez fait le post c'est ça. Sur The Free Agent, je crois. On a eu pas mal de participations. Non, oui, parce qu'on a des gens généreux nous, chez TF1. Ouais, c'est ce que je vois. Non, mais c'est une belle histoire. C'est une belle histoire pour la Martinique quand même. Et puis pour le flag football, parce qu'il faut rappeler que ce flag, c'est une discipline olympique aux prochains Jeux Olympiques de 2028. Nous, je sais que, alors chez nous aussi, hein, chez TF1, on n'en parlait pas forcément beaucoup. On a commencé à en parler surtout l'année dernière pendant les lives de Thanksgiving, où on avait reçu Elisa De Santis notamment. Mais voilà, on a été invité l'an dernier au tournoi NFL Flag aussi à Jean-Bouin des U12. D'ailleurs, on salue les Caïmans du Mans qui ont gagné la 2e édition ce samedi face aux Blue Stars de Marseille et qui iront eux aussi en Floride, à Orlando pour les Pro Bowl Games. Voilà, mais c'est vrai que ce flag, il y a un engouement qui est en train de se créer autour de ce sport-là. Et si nous, en tant que médias, on peut apporter une minuscule pierre à l'édifice, c'est très bien. Et encore plus dans des régions où, parce que je suppose qu'en Martinique, c'est loin d'être le sport numéro 1 quand même, le flag football. Je pense qu'il est avant-dernier. Il est avant-dernier avant le bûcheronnage sportif. Exactement. C'est à peu près ça. Non, mais voilà, si on peut aussi amener la Martinique à faire du flag et tout, c'est ce qu'on disait nous il y a 2 semaines dans le podcast. On a appris parce qu'on a eu notre régionalisation des écoutes, qu'on était écouté en Suède, au Maroc, aux États-Unis, au Mexique. Bref, donc si ça peut donner aussi des idées à des gens dans des pays où le flag est pas forcément encore partie prenante, et ben lancez-vous parce que c'est une belle aventure le flag football. Voilà. Exactement. Quelque chose d'autre à ajouter, les amis? Encore merci à vous. Et puis, encore merci pour cet départ, etc. Et puis, on n'oubliera pas du coup de vous. Ah oui, vous nous donnez des photos. Oui, voilà, des photos et même on fera. Oui, on a l'air de travailler. Ah ouais, voilà, une photo dédicacée de toute l'équipe. Voilà. Et nous, on vous suit quand vous êtes à Tampa du côté de la Floride. Et d'ici là, donnez à la cagnotte, bien évidemment. Merci beaucoup, les amis, d'avoir été avec nous. Merci à vous. À très vite. Salut tout le monde. Ciao les gars. Alors, nous, les amis, en France métropolitaine, commençons donc ce podcast sur les équipes qui sont en play-off, qui sont au bilan négatif et qui devraient aller maintenant au niveau
espérer faire un push pour aller en play-off. On en a sélectionné 4, 2 en AFC, 2 en AFC. Qu'est-ce que... On va commencer par qui? On commence par quoi? L'AFC ou la NFC? Allez, l'AFC. Tiens, soyons fous. Et je vais même vous surprendre, ce ne sera pas dans l'ordre dans lequel je vous ai envoyé le conducteur. J'aime bien faire ça. On va commencer par les Colts d'Indianapolis. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont le bilan avec le plus de victoires. Et voilà. Et Yaya a une tête ravie parce qu'on va parler des chevaux de l'équipe au fer à cheval, celui qui a 3 supporters en France, mais qu'on est content toujours dont Edo. Des mousquetaires, qu'on salue. Voilà, comme quoi, on parle aussi des Colts d'Indianapolis. On nous reprochera pas de parler que des grosses cylindrées, au moins. Ces Colts, 5 victoires, 6 défaites. Mon Flo, depuis le début de la saison, on a l'impression, alors c'est peut-être méchant ce que je veux dire, mais cette équipe, elle est complètement sous le radar. Personne n'en parle jamais. Pourtant, ils sont encore aujourd'hui en course pour les playoffs. Ouais, je suis d'accord avec toi, Flav, et moi le premier, j'avoue que je m'étais pas trop attardé sur les Colts. Ce qui m'a énormément étonné en regardant un peu plus les stats de près, c'est que la 30e défense NFL, 28e à la passe et 30e à la course. Moi qui pense que les Colts auraient basé leur jeu sur une défense bien plus solide que ça, je me suis bien trompé. Et offensivement, finalement, c'est pas si mauvais que ça. C'est la 13e attaque de NFL, 18e à la passe, on va en revenir, et 12e à la course. Et la question que tout le monde se pose, donc, c'est est-ce que l'intérêt est de laisser Richardson continuer au poste de quarterback ou Joe Flacco? J'ai donc sorti un peu leurs stats pour comparer les deux. Donc, ils ont à peu près le même nombre de matchs joués. Richardson, c'est 7 matchs. Flacco, c'est 6 matchs. Richardson, donc, il est à 1230 yards avec seulement 48% de passes complétées. C'est vraiment très peu pour 5 TD et 7 inter. Côté Flacco, c'est 1167 yards à 66% de passes complétées. Donc, très largement mieux que Richardson au niveau des passes complétées pour 9 TD et 5 interceptions. La seule grosse différence, ça va être la diversité que Richardson peut apporter à l'attaque avec le jeu de course. Il est à 274 yards à la course pour 3 TD. Et 3 blessures à l'épaule. Voilà, exactement. Et il a 3 fois la tête en avant, évidemment. Et donc, si je devrais partir sur le fait de laisser Richardson, je pense que ce serait d'avoir une attaque plus diversifiée qu'avec un Joe Flacco qui malheureusement ne peut pas courir comme Richardson. Mais donc, voilà. Peut-il seulement courir, Joe Flacco? C'est ça la question. Exactement. Avec un déambulateur. Avec un déambulateur. Est-ce que oui, ce choix qui a été fait par Shane Steichen la semaine dernière, avant la Week 11, de remettre Richardson, il y a 3 semaines, ils avaient décidé de le bencher, ils l'ont remis en place. C'est un peu les chaises musicales du côté des quarterbacks titulaires des Colts. Shane Steichen a dit, de toute façon, maintenant, ce sera jusqu'à la fin de saison Anthony Richardson. Yaya, on connaît Anthony Richardson. On sait que c'est quelqu'un qui est capable de t'envoyer une passe de 80 yards et le jeu suivant et les 2 drives suivants de te faire 2 fumbles, quoi. Donc bon, on le sait. Est-ce que c'est le bon choix? Alors le bon choix, je sais pas. Le meilleur qu'ils aient. C'est comme ceux qui ont le choix entre Daniel Jones et Tim Boyle, quoi. Tu vois, c'est un peu le. Moi je prends Tim Boyle tous les jours. Plaisanterie mise à part, me lance pas sur les Giants, s'il te plaît. Non, concernant Richardson, mais le truc c'est que c'est un cinquième choix, premier tour de draft. Donc quand tu vas le chercher aussi haut, c'est pour le faire jouer. L'année dernière, il devait jouer, il s'est blessé directement parce que, on va dire que, il y a un mur, pourquoi essayer de l'éviter, hein, on va foncer dedans. Je pense que les Colts ne sont pas encore suffisamment playoffables pour pouvoir faire l'impasse d'essayer de donner de l'expérience à Richardson, parce qu'on se souvient que notamment à Florida, puisque il a très peu joué également, donc le gamin il n'est pas c'est pas un produit fini, quoi. Donc il faut le mettre sur le terrain, lui donner de l'expérience et en espérant que ça rentre.
Et pourtant, est-ce que finalement, c'est pas une équipe qui peut faire un run vers les playoffs, Seb? Parce que alors, pour le titre de division, ça va être très compliqué avec les Texans qui sont bien en tête. Mais si on prend le calendrier, et je sais que tu es un fan de la Strength of Schedule qui reste, tu vas nous expliquer ça, j'en suis certain, dans ton propos. Mais ils ont un calendrier qui est considéré comme l'un des plus faciles restant, avec notamment les Patriots, avec les Jaguars, avec les Giants également, bref, avec des équipes à leur portée. Alors, des équipes à leur portée, certes, mais il va également falloir qu'ils s'encaissent Détroit dès ce dimanche. Oui. Il va falloir, le 15 décembre, aller à Denver. C'est leurs deux seuls matchs un peu compliqués. C'est les deux seuls matchs un peu compliqués. Pour autant, leurs résultats en dents de scie cette saison n'incitent pas à la confiance absolue. Ils ont certes une victoire marquante contre Pittsburgh, qu'ils battent 27-24 en 4e semaine. Oui, c'est bien ça. Ils battent des Dolphins, mais qui sont à ce moment-là privés de Tua Tagovailoa et qui sont dans la tourmente. Mais contre des équipes plus sérieuses, contre Houston, ça passe pas à 2 reprises. Contre Green Bay, ça ne passe pas. Contre Buffalo, ça ne passe pas. Après, ce qui peut donner espoir, c'est que ce ne sont pas non plus des victoires avec des défaites, avec une très grosse marge. Pour eux, ils perdent de 2 points contre Houston, ils perdent de 6 points contre Green Bay, ils perdent à nouveau contre Houston de 3 points. Sur le papier, c'est pas dramatique. J'ai peur quand même que la marge soit encore un petit peu haute. On va dire que si tout se goupille bien, ils peuvent finir 9-8, mais ça veut dire qu'il faudrait compter sur une défaillance au hasard de Denver ou des Chargers. Et ça, c'est pas forcément donné, parce que si on regarde la physionomie de la façon dont ça se déroule pour les playoffs dans l'AFC. Vous avez l'AFC Nord qui va certainement nous envoyer deux candidats. L'AFC Sud, c'est certain premier à Houston. Du côté de l'AFC Ouest, il y a 2 candidats qui vont y aller aussi, voire 3 avec Denver. Leur place va être chère. Hein. Est-ce que finalement le match charnière pour ces Colts, c'est pas les Broncos? Parce que tu te dis, Détroit, ça va être très compliqué. Alors c'est à domicile, il peut toujours tout se passer. Tu l'as dit, hein, face à Houston, c'est pas passé très loin non plus. Ils auraient pu accrocher Houston. Détroit, c'est quand même offensivement, c'est quand même très fort. La défense des Colts, ça n'a pas toujours été impérial cette saison. Ça risque de piquer quand même, hein, pour Indianapolis dimanche. Mais ce match contre Denver qui arrive dans quelques semaines, hein, je crois que c'est dans 3 semaines. Voilà, 3 semaines. Il pourrait être à ce moment-là un bilan quasi équilibré, peut-être 6-7 ou quelque chose comme ça. S'ils arrivent à basculer à un bilan équilibré justement après ce match contre Denver et à prendre du coup le tiebreaker sur les Broncos, est-ce qu'il y aurait pas là une possibilité finalement d'aller en playoff, quoi? Surtout que là, au vu du calendrier, et comme l'a dit Seb, potentiellement, ils pourraient être en 9-8 s'ils prennent les Giants, les Jags, Titans et Patriots. Et de l'autre côté, si tout se passe... On rappelle qu'ils ont perdu contre les Jags le premier match. Hein. En plus, c'est que si tout reste pareil, pour moi, le match Colts-Broncos, le gagnant prendra le dernier spot pour les playoffs. 9 victoires, ça va suffire? Non, mais justement, c'est ça le truc. Il faut qu'ils prennent les Broncos. Ouais. C'est ça le truc, s'ils prennent les Broncos, ils sont en 17. Ils sont en 18. Ouais, ils seront 18. 17. Ouais. Mais et à 10, je pense que ça suffira, s'ils ont battu les Broncos. C'est à 10 sans battre les Broncos, on sait jamais, ils font un exploit contre les Lions ou je ne sais pas, mais ça demande quand même à les faire 5 victoires et une défaite sur les 6 derniers matchs. Hein. Je pense plutôt, alors, contre les Lions, je pense plutôt que, comment dire, il faudrait pas que l'éventuelle défaite laisse trop de traces psychologiques, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Si tu te fais dégoupiller 63-rien, alors que tu es censé avoir un peu de momentum, ça a beau être contre Détroit, ça a beau être contre la meilleure équipe de la NFC actuellement,
ça peut quand même laisser des traces dans un effectif. Ça, c'est très clair. Autre équipe d'AFC qui pourrait éventuellement aller chercher un run en playoff, alors ça, on le voyait pas forcément venir il y a encore 2 semaines de ça, c'est les Dolphins de Miami. Des Dolphins qui sont complètement revigorés, Seb, depuis le retour de Tua Tagovailoa. Ils ont pris des couleurs et Dieu sait qu'ils en avaient besoin parce que la perte de leur quarterback titulaire leur a quand même fait très très mal. Alors c'est d'autant plus étonnant si on prend un peu de recul parce que sur le papier, quelqu'un comme Skylar Thompson, c'est quelqu'un qui était dans le club depuis plusieurs années. C'est quelqu'un qui avait gagné sa place de backup. Il avait été mis en compétition avec Mike White. Donc, la confiance relative que Mike McDaniel pouvait avoir envers lui, elle pouvait se comprendre sur ces éléments objectifs. Bon, ça n'a pas été le cas. Ils ont eu Tim Boyle aussi. Oui, mais alors j'y venais parce que ils ont également du coup signé Tyler Huntley de Baltimore et puis l'homme, le mythe, la légende, Le prophète. le prophète qui maintenant va aller prêcher la bonne parole au MetLife Stadium puisque si vous ne le savez pas, notre homme a été signé dans le practice squad des Giants de New York, mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'il gagne sa place dans le. Alors, justement, il vient d'être mis 3e dans la hiérarchie des quarterbacks devant votre tête de Turc préférée. T'as vu ça où? J'ai vu ça, Mathieu m'a envoyé ça à l'instant. On salue Mathieu, là. Ouais, tout à fait. Oh non, mais imaginons une blessure de Tommy DeVito et hop là. C'est Butcher Report. Butcher Report qui Oh vient de là le dire. là. Est-ce que Bon, tu bref. te rends compte, Kaya, que si ça se trouve, à Thanksgiving, tu vas commenter Cooper Rush contre Tim Boyle, espèce de vénard, je t'envie. Et Bref. ce sera à suivre sur Twitch, ne ratez pas ça, à 22h30. Surtout, ne ratez pas ça. Le duel. Le 28 novembre, le duel au sommet entre les Giants et les Cowboys. Y aura-t-il encore un toit dans le stade? Y aura-t-il encore un quarterback à New York? Bref, tant de questions qui vont se poser Voilà, dans cette rencontre. le On duel revient à dont vous nos ne saviez pas dauphins. que vous aviez besoin. Mais revenons à nos dauphins, si je puis m'exprimer ainsi. Donc effectivement, les performances de ces remplaçants successifs n'ont vraiment pas été du tout satisfaisantes. Pour donner un exemple, en week 4 contre Tennessee, défaite 31-12. Huntley, c'est 96 yards, c'est 184 total yards en attaque et 13 malheureux first down. Mais prenons encore un peu de recul. Cette blessure, c'était peut-être que l'arbre qui cachait la forêt. Il ne faut pas oublier qu'en 11 matchs et à cheval sur la saison précédente, c'est-à-dire depuis la week 13 de la saison passée, week au cours de laquelle Miami a marqué 45 points contre Washington, les Dolphins n'ont marqué 30 points qu'une seule fois et ont marqué moins de 20 points à 7 reprises. Donc en fait, les problèmes en attaque, ils étaient déjà là, mais ils n'étaient pas assez importants. Soit on ne voulait pas les voir, soit ils n'étaient pas assez importants pour vraiment handicaper l'équipe. Et pourtant, la saison dernière, on a passé notre temps à dire que c'était une équipe qui était forte contre les faibles et faible contre les forts. Toujours est-il que le bilan est là. Sans Tua Tagovailoa, cette équipe, elle fonctionne beaucoup moins bien. Il y a une paire de receveurs qui est sans doute la plus chère de la ligue, Hill Waddle. Aucun des deux n'atteindra les milliards à la fin de la saison. Du moins, ils ne sont pas du tout sur le rythme pour faire ça. C'est quand même un petit peu compliqué quand tu as des skill players de cette qualité. Donc, certes, la blessure de Tua Tagovailoa a fait beaucoup de mal aux Dolphins, mais il y avait déjà des soucis dans cette attaque malgré tout. Je reviens sur la blessure de Tua Tagovailoa et sur ce que tu as dit sur les points, notamment Seb. Depuis qu'il est revenu, les Dolphins ont marqué au moins 20 points à chaque fois, au moins 23 points même à chaque fois depuis son retour, avec des défaites de justesse contre les Cardinals, contre les Bills, des matchs qui auraient pu aussi tourner en faveur de Miami, mais j'ai un peu l'impression que ce qu'on avait dit au début de la saison 2023, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au début de la saison 2023, on avait dit si Tua reste en bonne santé, ça peut le faire pour Miami. J'ai un peu l'impression aujourd'hui, Yaya, que c'est la même chose. Si Tua reste en bonne santé jusqu'à la fin de saison, Miami peut tout à fait aller chercher un spot en playoff. Tout à fait.
Tu as tout à fait raison. Et moi, je pense qu'une des raisons principales, c'est que l'attaque de Mike McDaniels est basée sur le sol. Et sans un quarterback capable d'envoyer la balle rapidement à ses receveurs, du coup, les défenses adverses s'adaptent et bloquent le jeu au sol. Donc, du coup, c'est un peu l'œuf et la poule, mais si tu n'as pas de jeu au sol dans l'attaque de Mike McDaniels, tu n'as rien. Et comme il n'y a pas de jeu de passe, la défense peut se concentrer à arrêter le jeu de course. Et en plus, Devon Achane a été un petit peu blessé. Donc, du coup, Raheem Mostert aussi. voilà. Donc, du coup, en fait, tout a boité en même moment. Donc, j'ai envie de te dire, maintenant que Tua est revenu, on respecte un peu plus le jeu de passe, et notamment avec les receveurs cités par Seb. Et OBJ, Odell Beckham Jr., reprend quelques couleurs également, puisqu'il va bénéficier en troisième receveur. Donc, oui, c'est à mon avis, c'est surtout pour ça que l'attaque fonctionne un peu mieux. On respecte un peu plus le jeu de passe. Donc, du coup, il y a un peu plus de. Il y a le petit dixième de seconde pour les running backs supplémentaires qui permet de mettre l'attaque en avance. Est-ce que Flo, le fait aussi d'être dans une division qui est presque jouée, les Bills vont être champions de division, sauf improbable tremblement de terre d'ici la fin de saison en NFL. Alors je sais que l'an dernier on avait fait une petite émission sur les Jaguars qui auraient pu être first seed avant qu'ils s'effondrent et qu'ils aillent pas en playoff. Donc on veut pas porter la guigne à nos amis des Bills. Mais s'il n'y a pas cet accident industriel, les Bills seront champions de la FC Est. Est-ce que avoir une division jouée très tôt, tu vois ça plus comme un avantage ou un inconvénient pour les Dolphins? Alors, je partirais pas sur la division, je partirais plus à ce niveau-là sur la conférence, parce qu'on sait que ça va jouer sur les derniers. De toute façon, il sera pour le wild-card, oui, il y a des chances. Et on sait que c'est la conférence la plus relevée de NFL. Pour parler un peu de leur calendrier, donc ils ont Patriots, Packers, Jets, Texans, 49ers, Browns et Jets. Donc moi, je pense que potentiellement, ils pourront prendre 4 matchs sur les matchs qui leur restent. À moins qu'ils arrivent à prendre un match contre les 49ers, les Packers ou les Texans. Ce qui n'est pas impossible qu'ils en prennent au moins un des trois. Ce qui n'est pas impossible, et donc la logique, ça ferait 8-9. Ce serait compliqué pour eux de. 8-9 ou 9-8. Je pense que ce serait compliqué d'atteindre le dernier spot. Ils se retrouvent contre les Colts. Voilà. Ils se retrouvent au même bilan que les Colts. Ça va être ça, en fait. Ça va être Dolphins, Colts, Broncos. Je pense qu'ils vont essayer de se battre pour le dernier spot si les Chargers ne font pas des cons et continuent sur leur bonne lancée. Mais ce qui est intéressant, du coup, par rapport au retour de Tua, comme on dit, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Depuis son retour, Yaya ment. Le pauvre. La nuit, je mens. Voilà. Donc, il a commencé par 2 défaites, donc tu l'as dit, assez serrées contre les Cardinals et les Bills. Ensuite, 2 victoires contre les Rams et les Raiders. Depuis son retour sur les 4 matchs, c'est 960 yards à la passe pour 7 touchdowns et 1 interception. Donc on voit tout de suite que le jeu de passe est revenu fort du côté des Dolphins. Mais ce qui est intéressant aussi, et heureusement, c'est qu'ils peuvent se baser sur une très bonne défense, qui est la 6e meilleure défense de la ligue, qui est la 7e contre la passe et la 9e contre la course. Donc, avec une défense qui reste au top et un Tua qu'on espère va rester sur le terrain, peut-être que les Dolphins pourront essayer d'aller chercher ce dernier spot en playoff. Est-ce que l'un de vous les voit avoir progressé dans cette fameuse gestion, Seb en parlait, des gestions de matchs contre les équipes plutôt fortes. Alors là, tu l'as cité, il y a Houston, il y a les 49ers, même si c'est pas les 49ers de l'an dernier. On ne sait pas à quel niveau ils seront à ce moment-là. Est-ce que il y a un d'entre vous qui voit les Dolphins avoir progressé dans ce domaine-là et pouvoir aller chercher une victoire qui peut finalement être décisive dans le bilan? Non. Et je vais encore dire, comme tous les ans, la même chose. Quand ils vont aller jouer dans le froid, ils vont perdre. Donc, ils ont qu'à jouer au chaud. Là, déjà, on va le voir dans 2 semaines à Green Bay. Hein. Oui, c'est ça. Ça va piquer. Ouais. Ah oui, Green Bay début décembre, il fait rarement bon. À Green Bay, je connais une équipe de Louisiane qui y va le jour de Noël, moi. Mais bon. À Green Bay, puis il va falloir aller à Cleveland
Le 29 décembre, ça va pas être la joie non plus. Et alors, New York le 5 janvier, les enfants, autant vous dire qu'ils ont intérêt à sortir les gants. Et les doudounes sur le bord du terrain, entre chaque action. Ils en ont pas, mais ils en ont pas. Ils en ont pas, les Dolphins des doudounes, ils savent pas ce que c'est. Ils viennent en ça marche. dingue. Ils en prennent quelques-unes, doudounes, quand même. Hein. Ah, ça, c'est clair. Oh là là, vous êtes méchants, vous êtes méchants. Bon, les amis, donc si on devait résumer pour cette AFC, si vous devez choisir entre Broncos, Colts ou Dolphins pour la dernière place de wildcard, vous prenez qui? Alors, je pense que Denver est sur une meilleure dynamique et a d'autres bases qui me semblent plus solides. Alors ça veut dire, attendez, parce que ça veut dire que j'ai mis les Chargers quasiment officiellement au wildcard déjà. Yes. Si c'est entre La ces bonne nouvelle, trois-là, ça veut dire que les moi, Chargers ils sont. Moi, c'est une opinion que je valide, Voilà. honnêtement. Les Chargers en wildcard. On est Mais si d'accord. ça doit se jouer entre le trio que tu as désigné, moi, Denver me semble actuellement plus solide. Indianapolis, il y a trop de questions autour du poste de quarterback et de toute façon, il va falloir qu'ils se décident parce que on met Flacco et Station nous dit maintenant c'est Flacco le titulaire et puis 2 semaines après on met Anthony Richardson en disant non, maintenant c'est lui le titulaire jusqu'à la fin de la saison. Donc il y a un problème en interne au-delà des problèmes de jeu. Et côté Miami, on a quelque chose qui se reconstruit, mais je ne pense pas, comme l'a dit Yaya, qu'ils aient progressé dans la gestion des matchs, même pas des matchs compliqués, mais on va dire des matchs contre des équipes qui ont un pourcentage de victoire supérieur à 50. Flo, même avis? Denver Ouais, aussi. au niveau de ces équipes, je suis d'accord, Denver. Ou peut-être potentiellement une autre équipe surprise à la fin. Mais ça, nous y le podcast. reviendrons à la fin du Ah. podcast. Mon cher Yaya, entre les trois, Denver. Ouais. Bah, déjà parce qu'ils sont en Sois avance. convaincu de tes réponses. Non, mais ils sont Ouais. en avance point de vue du record pour l'instant. Donc après, est-ce que de mieux, faut voir. oui, mais c'est tu vois, c'est bien, mais pas top pour Denver. Mais les autres, c'est médiocre. Donc Indianapolis, c'est tellement sinusoïdal et on ne sait pas ce qu'on va avoir à chaque semaine. Et Miami, ils ont pris trop de retard. Donc, et plus les matchs dans le froid. Imagine, ouais, justement, tu as Miami qui finit 7, qui prend donc l'équipe numéro 2. Hein, Buffalo. Voilà, Les qui prend Bills, ouais. Buffalo, qui va jouer à Buffalo au début mi-janvier. Tu vois, ça va être au niveau froid, on sera bien. Après avoir joué à Kansas City l'an dernier dans le match du froid. Oui, mais enfin, si tu veux, et puis surtout, ils sont habitués à mal finir les saisons. Hein. Ça fait 2-3 ans, ils finissent mal les saisons. Ils sont un peu sur la jante. Ça, c'est vrai. Donc, et encore une fois, je reviens là-dessus, le froid n'y est pas pour rien. On a fait 2 équipes en AFC, on va en faire 2 en NFC aussi, dans ces équipes au bilan négatif, mais qui peuvent encore, pourquoi pas espérer, enfin en tout cas c'est la question qu'on se pose, peuvent-ils encore espérer aller en play-off? Les Buccaneers de Tampa Bay. Les Buccaneers de Tampa Bay, c'est un peu une des énigmes il y a de ce début de saison très irrégulier. Ça peut gagner comme ça peut passer complètement à côté, et surtout ça perd souvent dans des matchs serrés. On l'a vu contre les Falcons lors du premier match avec une défaite en prolongation. On l'a vu encore il y a 2 semaines contre les 49ers avec une défaite à la dernière seconde. Bah, le problème des Falcons, des Buccaneers, c'est les autres. Buccaneers, pardon. J'étais en train de regarder le record. Leur problème, c'est les blessures. Mike Evans et Chris Godwin sont blessés. Quand tu as 2 joueurs comme ça, de ce calibre, qui se blessent, c'est un peu compliqué. Et comme on sait que le jeu de course n'est pas la grande spécialité, alors ils ont trouvé en Irvin. Ils ont une triplette à la course cette année qui marche en trio. Ouais. C'est même plus, c'est plus un comité, c'est carrément tout le comité d'entreprise. Eux, ils marchent en trio. Bon, ça a l'air de plutôt bien marcher quand même. Toi, en grand capitaliste, tu n'aimes pas les syndicats, mais bon, non, mais je trouve que voilà, il leur manque ce receveur, ces receveurs qui sont blessés et qui et ça va faire mal, mais Mike Evans pour la première saison ne sera pas à 1000 yards, première saison de carrière due aux blessures.
Et puisque tu en parles, Mike Evans sera de retour ce dimanche contre les Giants de New York. C'est une info qui a été donnée ce mercredi soir par Diana Rossini de The Athletic. Donc Mike Evans, après 3 matchs, je crois, sans être sur le terrain, sera de retour pour la Week 12 contre les Giants, qui verra d'ailleurs du côté de Giants aussi le retour de Kevin Thibodeau. Ça, c'est pour la petite info blessure. Ouais. Donc Mike Evans va revenir. Ça peut tout changer, mais surtout, Seb, est-ce qu'on n'est pas toujours devant la même chose avec les Buccaneers? C'est-à-dire qu'en fait, ces Buccaneers de Tampa Bay, ils profitent d'une chose pour être encore dans la course, c'est que eux peuvent aller chercher la division, une division NFC Sud où encore une fois, personne n'a la main mise dessus. On avait dit que les Falcons, après la deuxième victoire, notamment contre Tampa Bay, semblaient très bien partis. Depuis, les Falcons sont perdus contre les Saints et contre les Broncos, de manière contre les Broncos d'ailleurs assez sèche. Est-ce que finalement les Falcons sont si devant que ça? Si jamais les Buccaneers venaient à battre les Giants dimanche, ce qui ne semble pas d'une improbable possibilité, il serait qu'à une seule victoire des Falcons et pourrait encore aller chercher le titre de division. Il serait qu'il y a une seule victoire, il y a quand même le tiebreaker, ouais. le bilan dans la division qui pour le moment est en faveur d'Atlanta. Mais c'est vrai que là, on a deux équipes qui sont dans une spirale descendante et qui cherchent toutes les deux à se relancer. Il ne faut pas oublier que nos amis des Buccaneers, ils sont sur 4 défaites consécutives contre Baltimore, Atlanta, Kansas City et San Francisco. Et à chaque fois, des défaites plutôt courte, 10 points contre Baltimore, 5 contre Atlanta, 6 contre les Chiefs en prolongation et 3 contre San Francisco à l'ultime seconde du match. En revanche, ils bénéficient là d'un calendrier à venir plutôt sympathique, parce que cette semaine, ils seront de repos, puis ils vont aller voir les Giants. Cette semaine, ils étaient de repos. Ils étaient de repos cette semaine, autant pour moi. Et dimanche, ils vont chez les Giants. Voilà, ils vont dimanche chez les Giants, en effet, le 24 novembre. Ils vont ensuite à Carolina, ils reçoivent les Raiders. S'ils doivent se refaire une santé, c'est là. Et avec le retour de Mike Evans en plus. Avec le retour de Mike Evans. Parce que oui, en effet, Chris Godwin et Mike Evans out, c'est quasiment milliard de la production offensive aérienne qui a foutu le camp, hein. C'est quand même conséquent. Sur 2300 et quelques lancés, ça n'est pas rien. Donc, s'ils doivent se refaire une santé, c'est sur ces 3 matchs-là. Parce qu'après, ils doivent se déplacer chez les Chargers, se déplacer chez les Cowboys. Et alors, certes, Dallas n'est pas dans sa meilleure forme, mais se déplacer à Dallas, ça peut toujours être périlleux. Ils ont une fin de saison qui est quand même accessible. Là, ils ont leur destin entre les mains. Il faut souhaiter pour eux que cette bye week leur ait fait beaucoup de bien parce qu'ils ont l'opportunité de rebondir, de vraiment relancer cette saison et de prendre la division au nez à la barbe de tout le monde. Oui, est-ce que finalement, Flo, c'est pas ça? Est-ce que les Buccaneers n'ont pas mangé un peu leur pain noir sur les 4 dernières semaines et pourraient revenir en force pour faire ce qu'ils font depuis maintenant 3 saisons, à savoir finir par être champion de division? Exactement, donc je suis d'accord avec ce qu'a dit mes deux collègues juste avant. Je rejoins Seb sur le calendrier. Pour moi, c'est le calendrier facile des équipes qui sont encore potentiellement qui sont encore dans la course pour les playoffs. Donc ils terminent avec, pour finir le calendrier, avec, ils reçoivent les Panthers et les Saints, qui sont 2 matchs également très importants. Je pense, et donc comme l'a dit Yaya, je pense que c'est évidemment les blessures qui ont beaucoup joué. Je trouve que Baker Mayfield est sur une très très bonne saison. Au niveau des stats, il a plus de 2500 yards pour 70% de passes complétées, avec 24 touchdowns et 9 interceptions. Donc c'est quand même une très bonne statistique pour lui. Malheureusement, avec des pertes de receveurs, c'est compliqué de continuer avec des aussi bonnes stats. Surtout que finalement, on se plaignait au départ de leur jeu de course. Ils ont quand même le 16e jeu de course de la ligue, donc avec, comme tu l'as dit, un trio de coureurs. Et au niveau de la défense, ils n'ont pas une très très bonne défense, notamment contre la passe. Le backfield est en difficulté. Ouais, exactement. Par contre, ils sont la 15e défense contre la course. On sait qu'ils sont très bons là-dessus depuis des années. Et la 11e au niveau des sacs, donc de la pression sur le quarterback.
Donc, Et tous ces il- petits. Ouais, Juste, je te coupe, il y a eu la blessure d'Antoine Winfield, un junior aussi, qui Mm. a. On parlait des blessures, on a parlé de qui Chris joue Godwin aussi. et de Mike Evans, mais c'est vrai que dans le backfield, quand t'enlèves Antoine Winfield junior, déjà, ça t'enlève Bah, un lui, il fait certain tout. poids. Mm. C'est le Lui, moins il fait tout. Lui, alors, en défense, il fait tout. Hein. Alors, C'est clair. il plaque, il intercepte, il sac, il conduit même le bus, il porte coupe les citrons, il les fait tout. maillots. Ah non, non, mais lui, enfin voilà, C'est le un des- Tyson Hill défensif des Buccaneers. Ouais, Ouais, complètement, ouais, complètement. Non, non, mais pour eux, le match vraiment clé, ça va être le match à domicile contre les Saints, s'ils sont dans Bah, la le course. dernier match. D'ailleurs, moi j'ai une question à te le dernier poser. match, ouais. Oui. Toi, vu l'année dernière ce que vous avez fait aux Falcons, Mm. est-ce que, est-ce que toi tu laisses gagner Non, je le vois venir avec la question, si jamais les Falcons sont en tête de division ou sont à égalité avec les Buccaneers, laisse-t-on gagner les Buccaneers pour éliminer les Falcons? Non. Ah, donc toi tu n'es pas comme les Eagles, c'est bien. Non, je pense pas, honnêtement. Après, déjà, je pense pas que les Buccaneers aient spécialement besoin que les Saints aient se gagner. Donc, déjà, ça, c'est la première chose. Tu vois, je pense que cette saison, ils ont largement le quoi battre les Saints. Et puis, en plus, je pense qu'au dernier match, Atlanta doit jouer à Carolina. Donc, bon, je pense que, en toute logique, c'est que des duels de division. Sinon, on joue les Bucks, ça veut dire que les Falcons et les Panthers doivent se rencontrer. Donc, logiquement, s'il y a égalité à ce moment-là, je pense qu'Atlanta sera déjà bien favorisé. Est-ce qu'il y a un de vous trois qui voit les Buccaneers être champions de division? Moi, je pense. Ouais. Non, c'est à leur portée. Mm. Ah. Clairement. Vont-ils le faire? Et ce serait quoi, le quatrième titre de suite? Quatrième Ah, titre de suite. Ouais. Non. Et les Si. Saints vont revenir du diable Vauvert, tu vois. Oui, quatrième, oui. Si, Parce si, que c'est leur troisième la saison dernière, donc Ouais. logiquement, quatrième cette je crois que saison. j'allais dire leur cinquième, mais non. Vous avez- Non. Personne n'y croit, mais les Saints vont revenir du fin fond de la grotte pour aller coiffer tout le monde au poteau. Alors franchement, ça aurait été possible s'ils n'avaient pas perdu contre les Panthers. Mais si on n'avait pas perdu contre les Panthers, ils n'auraient pas viré Denis Allen. Donc bon, ça aurait plus été possible du coup. Enfin bref, toujours est-il, il aurait fallu virer Denis Allen une semaine plus tôt. C'est ça le truc. Oui, Ça, parfait. mais vous n'êtes pas les Jets, vous virez pas les coachs pour un oui, pour un non. C'est ça. Donc voilà, on avait. Mais c'est vrai que si les Saints aujourd'hui avaient été avec le même bilan que les Buccaneers, là, 5 victoires, 6 défaites, ça aurait pu jouer à 3 dans une course à 3. Là, je pense qu'il y aura au moins une défaite de trop du côté de la Nouvelle-Orléans. Mais comme souvent, ces dernières saisons, ça va pas jouer à grand-chose sans doute, mais ça va encore tomber du mauvais côté de la pièce. Bref. En parlant du mauvais côté de la pièce, les Bears de Chicago. Alors les Bears de Chicago, c'est l'énigme, parce qu'on va nous dire mais vous êtes fous, vous n'y connaissez rien, pourquoi vous les mettez dans le truc? On a simplement pris les bilans des équipes qui étaient le plus proches d'être actuellement en play-off. On s'est fié au bilan uniquement. C'est pour ça qu'après, à la toute fin du podcast, vous aurez une petite catégorie, une équipe surprise qui peut revenir du diable Vauvert et aller chercher les playoffs. Mais ça, c'est un autre débat pour un autre jour, comme dirait notre ami Waik. Nous avons donc pris les Bears de Chicago et on va voir, mon cher Flo, que c'est pas gagné tout de suite pour les Bears de Chicago, parce que que ce soit niveau calendrier ou niveau jeu, c'est vraiment pas gagné pour les playoffs. Donc, niveau calendrier, déjà, ils sont également sur 4 défaites d'affilée. Pour moi, c'est l'équipe qui, dans celle qu'on a parlé, a le moins de chances d'atteindre les playoffs. Au niveau de leur calendrier, c'est plutôt sympa. Donc, je crois que c'est le pire sur tant c'est exactement, c'est le pire. Parce que c'est Vikings à domicile, Lions à l'extérieur, San Francisco à l'extérieur, Vikings à l'extérieur, Lions à domicile, Seattle à domicile, et pour terminer, ils partent chez les Packers. Ils ne jouent aucune équipe à moins de 50% de victoire. Et donc moi, au niveau du calendrier, je les vois prendre aucun match, clairement. Ça, on va essayer de faire simple. Je suis très déçu de la saison de Caleb Williams. Caleb Williams, parce que c'est quand même sa première saison. C'est plutôt de l'escouade de receveurs. On s'attendait à une escouade incroyable de receveurs. Après, vous allez me dire, les deux vont ensemble. Si Caleb Williams n'est pas performant, c'est compliqué que l'escouade de receveurs soit performante. Mais 479 yards, c'est le meilleur en réception, le rookie. DJ Moore, 460 yards. Cole Kmet, 358 yards. Et Allen, heureusement qui est parti, 282 yards. Donc je trouve ça très très faible par rapport au jeu d'attaque qu'ils étaient censés produire. Et au niveau de Caleb Williams, c'est 2116 yards.
pour 61% de passes complétées, 9 TD et 5 interceptions. Donc c'est très mitigé. Il ajoute tout de même 300 yards à la course. Mais pour moi, ce sera Et le nombre de sacs, est-ce que quelqu'un l'a, Caleb Williams? 41. 41. Et, 41. C'est le leader parce de que la le- plus de... oui. Ouais, oui, il m'inquiète pas. Ouais. au-delà des receveurs, il y a peut-être aussi un gros problème de Mm. ligne, et c'est là. Alors, Là, il y a une question. Bon, Seb, oui, vas-y, je te laisse Alors. répondre. Je vais te poser ma question et puis tu vas y répondre Vas-y. tout de suite après. Là où il y a aussi une vraie interrogation, et d'ailleurs c'était dans un des podcasts de Wake aussi qu'on vous invite à écouter, c'est est-ce qu'ils ont bien fait d'aller chercher Rome Odunze avec un top 10 de la draft? Est-ce qu'il n'aurait pas fallu plutôt renforcer la ligne? Alors, il y a peut-être un problème de ligne. Il y en a aussi un autre, c'est que tu as un quarterback qui s'accroche à son ballon et C'est qui vrai. cherche. Voilà, le problème fondamental, il est là. Et on a vu, si vous avez vu le match contre Green Bay la semaine dernière, là, il y a eu quand même une petite révolution à Chicago. On a changé de coordinateur offensif. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait en sorte que Caleb Williams, il a joué des jeux courts et a lancé vite sa balle. Il s'est débarrassé de son ballon en moyenne en 2,3 secondes sur ce match. Et c'est son lancer de balle, son lâcher de balle le plus rapide depuis le début de la saison. Et il a rendu une feuille de stats parfaitement honorable pour un rookie. 23 sur 31, 231 yards. Peut-être que c'est ce qu'il faut faire. Peut-être qu'il faut qu'on apprenne à ce jeune homme à lancer plus vite et à ne pas vouloir prendre le jeu à son compte à chaque instant. Et son jeu de jambes, sa capacité à courir, à scrambler, ça peut être un atout à utiliser. C'est un gros work in progress, Caleb Williams. L'erreur qui a été faite, c'est de penser qu'il était NFL ready, alors qu'il n'était pas NFL ready, pas du tout. Loin de là, mais je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme dirait ma grand-mère. Et qu'il faut Ni Caleb avec les lacs de l'Illinois. Ouais, en plus, ouais, les lacs de Michigan. dans la région des Grands Lacs du Michigan, il y aurait de quoi faire. Mais tout ça, c'est il faut garder l'esprit que c'est un work in progress. Ce qui nous a mis un peu de poudre aux yeux, c'est que cette série de 4 défaites, ça a vraiment fait beaucoup de mal à la cote de Chicago. Parce que, souvenez-vous, avant, on entretenait l'hypothèse que les 4 équipes de la NFC Nord pourraient se qualifier pour les playoffs. Là, c'est plus le cas. Chicago, ils sont beaucoup trop loin et ils attaquent vraiment le dur de leur calendrier. Il faut le rappeler, là, ce qui les attend, c'est atroce. Deux fois Lions, 2 fois Vikings, San Francisco, Seattle, non, je ne sais plus. Green Bay, ils n'ont pas gagné depuis voilà. Mathusalem. Voilà. C'est trop compliqué. Ils n'y arriveront pas. Ils prendront pas assez de matchs pour remonter la pente. Mais par contre, ça va être une occasion de développer Caleb Williams, de développer leur jeu. Et surtout, là encore, va y avoir cet élément psychologique. Il ne faut pas qu'ils fassent de cette série de matchs une série make or break. Ça serait la pire approche à avoir en l'occurrence. Non, là, la saison, je ne vais pas dire qu'elle est tankée, mais pour les playoffs, je pense que c'est foutu. C'est trop tard. Là, c'est le moment de l'apprentissage et c'est là qu'ils vont pouvoir commencer à construire des bases sur lesquelles se relancer la saison prochaine. Mais il y a beaucoup plus de facteurs que seulement Caleb Williams pour expliquer la faillite de l'attaque. D'accord, avec ça, mon Yaya, est-ce qu'il faut qu'ils utilisent cette fin de saison pour développer Caleb Williams? Complètement. Mais de toute façon, on a été ébloui par Caleb Williams. On s'est dit, voilà, c'est le mec qui va changer tout. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de manque dans tout cet effectif. Enfin, ça fait combien de temps que Chicago n'a pas vraiment performé? Ils ont fait une saison avec Mitch Trubisky où ils sont allés en playoff et on se souvient comment ça s'est fini. Mais depuis, c'est raconte-nous une histoire, Père Castor. Raconte-nous comment ça s'est fini. sur un field goal qui tape la barre de mémoire. Le poteau. Voilà. Et depuis, c'est déception. Et encore avant. Et j'ai envie de te dire, ça fait depuis leur Super Bowl, donc ça date de 1986, t'étais pas né, Flav, que c'est extrêmement déceptif. Et j'ai pas l'âge d'Arthur, hein, donc c'est vous dire. Et donc, moi, cette franchise, elle est...
c'est compliqué. Être fan des Bears, c'est très très compliqué, quoi. On salue nos amis fans des Bears d'ailleurs. D'ailleurs, je crois, il faudrait que je le recontacte, mais je crois que notre ami des Bears nous avait promis de venir avec son chapeau en ours, non? Il n'y a pas eu une affaire comme ça pendant le podcast qu'on avait fait sur les Bears? J'étais pas là ce jour-là. J'étais pas Seb, là. t'étais avec moi, je crois. Il me Oui, semble. alors ma mémoire de vieux étant ce qu'elle est, je Voilà. Bon, je vais le Voilà. recontacter, il faut qu'on fasse ça. Enfin, Mais je crois qu'il nous avait mais- dit que c'était s'ils étaient en course pour les playoffs, alors on est mal je barré. trouve, Oui, mais après, pour revenir, je pense que Chicago a besoin de travailler sur la continuité. Ils ont décidé que c'était Caleb Williams, leur quarterback. Ben maintenant, il faut construire autour d'eux. Alors, effectivement, qui remettent la ligne en place parce qu'ils ont les skills players, qui remettent de la défense parce que Chicago, ça a toujours été de la défense. Et puis après, faut On voit que la galère. voilà, et surtout ne pas viser dès cette année les playoffs, mais construire un peu comme Détroit avait fait, a fait avec Dan Campbell. C'est qu'au début, oui, c'est dur, oui, tu prends des roustes, mais tu apprends, tu forges un groupe, tu l'améliores année par année par petites touches, et c'est impossible les changements. Enfin, les changements comme ça, il y a trop de manque pour qu'il y ait un switch, et surtout remettre une culture de la gagne dans cette équipe. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme dirait l'autre. Exactement. Oui, t'as Ouais. parlé de forger. Non, je parlais. Voilà, bref. C'est pas Comme c'est Guy pas grave. Comme Guy, tout à fait. Voilà, c'est là-dessus que. Voilà, bref. Continuons. On est d'accord que de toute façon, pour aller chercher, il n'y a pas 50 choix, hein, pour aller chercher les playoffs pour Chicago, faut prendre le dernier spot de wildcard, et ça veut dire que les 4 de NFC North sont qualifiés, parce qu'ils ont déjà 3 victoires de retard sur Green Bay, qui est à à la troisième place. Autant vous dire que bon, bah, c'est inédit, hein, au NFL. Il faudrait que les 4 de NFC North soient qualifiés. Déjà que Minnesota, Minnesota, Green Bay, ils vont avoir des spots. Donc, Ah oui, c'est ça, il faut qu'il y ait les 4. pour moi, c'est Non. trop compliqué. la marche est trop haute. Avec, ils se sont mis dedans avec ces 4 défaites de suite, la marche est trop haute. Surtout que donc ça veut dire qu'il n'y a aucune autre division. Alors la NFC Sud, on n'a pas trop de mal à imaginer qu'il y aura que le champion de division qui sera qualifié. Mais j'ai du mal à imaginer qu'en NFC West, tout le monde soit éliminé derrière le champion de division. Ah, il n'y a pas de gros. Ils se mangent tous entre eux. Ils peuvent tous se manger entre eux. Et côté NFC Est, bon, il y a les terribles Giants. Ah non, pardon. Les terribles Cowboys. Non, pardon, pas ceux-là. Enfin, bon, bref. Non, mais les Commanders peuvent aller chercher un spot, ou les Eagles, selon qui n'est pas champion de division. Commander, je pense. Donc, les Commanders sont quand même mieux partis pour être en wildcard que les Bears, quoi. Sans vouloir offenser personne. Complètement, ouais. Je regardais là sur NFL.com la playoff picture pour nos amis de Chicago. Cette semaine, s'ils perdent, 1% de chance de se qualifier. S'ils gagnent, 2% de chance de se qualifier. Ouais, ça double. C'est pas fifou. Pour info, donne-moi la stat des Saints de qualification. Alors attends, je vais revenir dessus. La stat des Saints. Je pense qu'elle est plus élevée. Actuellement, Ouais, alors je pense. comme ils ne jouent pas cette semaine, actuellement 4% de chance de se qualifier. Ouais, c'est le double. C'est le double de l'éventuel 2% des Bears. Mais on prend ce qu'on peut hein, pour se maintenir le moral. Écoute, on progresse, ça va vite les pourcentages, ça va vite. Les amis, Oui. avant de finir ce podcast, on va parler des équipes que vous avez sélectionnées, des équipes qui sont, alors on rappelle le thème, hein, c'est les équipes en bilan négatif. Donc vous n'allez pas me sortir les Commanders, hein. Donc les équipes en bilan Jamais. négatif qui peuvent aller en playoff, tout ça avec du sérieux. Bon, Yaya, non, Tim Boyle n'emmènera pas les Giants au playoff. Quoi? Je suis outré par cette Vas-y, déclaration. mon Yaya, t'as pris qui toi? Ah, moi, j'ai pris personne, je vois personne. Ah bah voilà, il y a même pas fait Voilà, de c'est quoi. Non, mais moi, tu me demandes de la sincérité, en dehors de c'est celle-là. clair. Donc tu voilà. vois, attends, parce que tu vas pas t'en sortir si facilement, mon gaillard. Faut quand même pas croire. Tu me dis que tu vois, en gros, tous ceux qui sont actuellement avec un bilan équilibré ou positif être en playoff, c'est ça? Ouais, je vois pas une équipe en dessous, non. Être dans la course au playoff, oui. Non, être en playoff. La question c'est qui va en playoff. Qui va Oui, en mais playoff. une équipe qui n'est pas en positif à l'heure actuelle, moi je les vois pas. D'accord, très bien.
À l'heure actuelle, on Oui, parle. bah, hein, oui, on parle pas en dans ce, 3 semaines, en on va ce, pas faire le même jeudi podcast dans 3 21 novembre, voilà, voilà, tout à fait. jour Celui-là, d'anni- jour celui-là même. d'anniversaire. Celui-là même. Et du coup, pour le dernier spot en wildcard AFC, tu mets donc les Broncos qui sont à 6-5, on est d'accord? Oui. Et pour la NFC, Mais il y a actuellement, plus- il y a- il y a plus d'équipes en 5-5. c'est les Commanders. La Oui. dernière spot wildcard. Mm. Ouais, c'est les Moi, Commanders. ça me m'étonnerait pas que Arizona sorte et que ce soit les Niners qui passent devant. hein. Ça, c'est oui. Mais bon, les Niners sont à l'équilibre, donc ils comptent pas. Ça marche. Et voilà. Et voilà, et voilà. Et voilà. Ah Bon. oui, ça pour. Ça nous la coupe, hein. Mais oui. Alors, mon Flo, toi qui es courageux, Bah moi, du tu coup, choisis les j'ai Panthers parce choisi qu'ils sont sur un bon run. les Bengals. Et les... Ah, bah Ils c'est pour faire sont plaisir à en- Tutur, ça. Exactement, qui sont à 4 victoires et 7 défaites. Pour commencer, je vais vous parler de leur calendrier, à part les 2 matchs contre les Steelers. Donc pour commencer et terminer ce run, ils ont les Cowboys, les Titans, les Browns et un match très important face aux Broncos. Pourquoi pas aller chercher au moins une victoire face aux Steelers et le reste des matchs qui sont possibles. Je rappelle que c'est quand même la meilleure attaque à la passe de la ligue, avec le meilleur quarterback et le meilleur receveur au niveau de la stat, bien sûr. Pour l'attaque, on avait parlé du manque de diversité et de la pauvreté de leur jeu de course. Je trouve qu'il y a un effort à ce niveau-là. Donc sur les 3 derniers matchs, contre les Riders, ils ont fait 130 yards à la course, ce qui est un très bon résultat. Contre les Ravens, on connaît la défense contre la course des Ravens, seulement 49 yards. Et là, ce dernier match contre les Chargers, qu'ils ont perdu à la dernière action, ils ont fait 110 yards à la course. Donc il y a une nette amélioration au niveau du jeu de course qui pourra peut-être les aider à atteindre les playoffs. Et après, au niveau de la défense, c'est une des pires défenses de la ligue à tout point de vue. Donc je me dis, ils pourront peut-être pas faire pire que ce qu'ils sont en train de faire défensivement. Donc, une défense meilleure, une attaque plus diversifiée. Pourquoi pas les Bengals qui prennent le dernier spot des playoffs. Pourquoi pas? Mon Seb? Alors, j'ai hésité à parler de Cincinnati également, mais la T'avais peur marche. qu'on te pose la question, la fameuse question. Voilà, déjà, et demain, et puis je pense qu'ils sont vraiment fichus dedans avec leurs trois défaites d'entrée de jeu en début de saison. Je trouve la marche un peu haute. Donc, j'ai décidé de faire quelque chose de pas bien. J'ai décidé de tricher un petit peu. Mais je me rattrape parce que, je suis désolé, Flo, Yaya, vous avez choisi une équipe, bande d'amateurs. Je vous propose rien moins que 3 clubs. Messieurs, bien sûr, I'm giving you the NFC West, soit la pétaudière de cette saison, avec une équipe à 6-4 et 3 à 5-5. Arizona, donc, qui n'a qu'une victoire d'avance sur les 3 autres, mais qui a les tiebreakers sur San Francisco et les Rams. Ils vont enchaîner 2 déplacements périlleux à Minnesota puis à Seattle sur les 2 journées à venir. San Francisco, de son côté, doit aller à Green Bay puis à Buffalo avant de recevoir Chicago et les Rams, et un sprint final à Miami, Détroit et Arizona. Et c'est guère mieux pour Seattle qui va prendre Arizona 2 fois, puis Green Bay et Minnesota. La division est plus ouverte que jamais. Et effectivement, Flav, je pense qu'ils vont s'entre-dévorer. Et pour être très honnête, pour le moment, bien malin, qui saura dire qui en ressortira, parce que j'ai peur qu'il n'y ait que le champion qui se qualifie dans cette poule. Donc du coup, c'était quoi l'idée? Parce que j'ai pas... Justement, je pense qu'il y aura, je ne suis pas sûr qu'un autre spot sera pris par une de ces équipes. Oui, mais il n'y en a aucun qui est négatif. Mais j'ai dit que j'avais triché. Tu n'as pas répondu à la question. Tu m'écoutes quand je parle ou je fais ça pour rien en fait. Mais non, mais c'est juste que en fait, la question c'était les équipes négatives. Les équipes négatives, à part Cincinnati. Ouais, bah franchement, Cincinnati. Les autres, au niveau de la playoff pitcher que tu avais tout à l'heure, je pense que c'est ceux qui ont le plus de chances
parmi les je pense, négatifs. ouais. En Ils 4-7. sont à Il y a 12%. peut-être Miami qui est devant en Il y a négatif. Miami et les Colts qui sont devant. Ouais. Oui, voilà, dont Et on a parlé. Là, personne ne voit les Raiders. la Pas consigne, du tout. la consigne, c'était une autre équipe que celle qu'on avait citée qui pouvait. Alors, ça enlève déjà 4 en négatif qui sont les mieux classés. Donc, bon, Voilà. Après, derrière, c'est les Jets, et on va quand même être Je suis honnête. déçu, Il vous faudrait auriez que pu je mettre sois mes tout de même Saints, d'une fourberie intellectuelle incroyable pour vous dire que les Jets sont se qualifiés. Hein. Je suis déçu, ça serait revenir. Je suis déçu, mon Seb. Je croyais que tu allais mettre mes Saints, tu vois. Ça aurait pu, mais Idem. La NFC Sud, elle est tellement compliquée à pronostiquer. Déçu. Et on est tellement sur le duel Tampa. Et justement, on les voit pas revenir dans l'aspiration. Voilà. Eux non plus, ils se voient pas revenir. C'est ça qui est beau. C'est ça qui est fort. C'est ça qui est. Et justement, c'est Rizzi time. On va faire un risotto de tout le monde. Pour en revenir Jean à ce qu'a Balaya dit, en Louisiane. Pour revenir à ce qu'a dit Seb, ça ferait combien de temps qu'on n'aurait pas ni les 49ers ni les Rams en playoff? Alors ça, c'est Ça une ferait bonne question. Ça ferait Ce un serait bail. fort quand même. Hein. Dans les fortes années de Seattle, non, peut-être. Ouais, c'est possible. Ouais. Dans les très bonnes années de Seattle, là, il y a une dizaine d'années. Avec Wilson. Non, avant l'arrivée de Sean McVay. Oui, c'est ça. Avant Sean McVay, Ouais. pendant la Legion of Boom et tout, des Ça a déjà commencé à descendre un peu, hein, Seattle, là. Je sais pas, faudrait vérifier. Mais... Je me suis Je dit. dirais en 2015, parce que c'est à l'époque où c'était qui Brian Hoyer, le quarterback? Ouais, ça devait être dans ces années-là. Moi, je dirais que c'est dans la décennie 2010. Voilà, on va vérifier ça et puis on sort la réponse au prochain podcast. Et si vous l'avez avant, vous la mettez dans les commentaires du podcast. N'hésitez pas, sans tricher évidemment, parce que si c'est pour aller sur ESPN.com, on sait tous le faire. Hein, merci. On n'est pas non plus. Enfin, sauf Yaya parce qu'il a qu'une machine à écrire chez lui. C'est d'ailleurs pour ça qu'il écrit jamais. Mais et en fait, quand je réponds, c'est avec un pigeon voyageur. Tout à fait. En plus. Et il est aussi bon que Tim Boyle. C'est pour ça qu'il n'arrive jamais les messages. Alors, le programme de cette 12e semaine de compétition qui commence avec un duel de l'AFC Nord pendant le Thursday Night Football. Alors là, écoutez-moi bien, messieurs, entre les Browns de Cleveland et les Pittsburgh Steelers, qui est joué sous des conditions climatiques qui s'annoncent, mais alors, pas piquer des hannetons, 3 degrés au coup d'envoi, de la pluie, voire de la neige fondue, et 45 km/h de vent de côté. Autant vous dire que le pauvre Dustin Hopkins, qui arrive déjà pas à mettre un field goal de 27 yards dans un dôme, on n'est pas rendu, je vous le dis tout de suite. Ça va être la fête du jeu de passe, je sens. Ça va être un grand match de foot, hein, je vous le dis tout de suite. Si vous savez pas quoi faire à 2h15 du matin, allumez Beansport. Hein. Je vous le dis, là ça va être... Je sais pas qui est au commentaire, mais je leur souhaite bien du courage. Lionel Buton et Marco Souma, je pense. Ouais, c'est pas un cadeau. Hein. On salue bien Marco et Lionel. Il va monter des courses au centre. Là, je pense que oui, ça va courir. Nick Chubb, il va courir. Pour le dimanche, les Bears de Chicago, on en a parlé, qui vont aller recevoir les Vikings du Minnesota. Les Colts face aux Lions, ce sera le match à suivre sur M6. Les Dolphins face aux Patriots, les Giants qui reçoivent les Buccaneers de Tampa Bay avec donc Tommy DeVito comme quarterback, les Commanders qui vont affronter les Cowboys qui ont confirmé notre ami Cooper Rush lui aussi comme quarterback titulaire, les Panthers qui vont avoir très forte affaire contre les Chiefs de Kansas City en mode revanchard après la semaine dernière, les Panthers qui ont confirmé aussi Bryce Young comme quarterback titulaire, les Texans qui reçoivent les Titans, les Raiders qui reçoivent les Broncos, ce sera à 22h05. N'oubliez pas que la deuxième partie de Red Zone sera commentée en direct sur Twitch, sur le Twitch de TFA. Les Packers recevront les 49ers de San Francisco. Les Seahawks de Seattle reçoivent les Cardinals d'Arizona dans un duel d'NFC West particulièrement attendu. Le Sunday Night Football opposera les Rams de Los Angeles aux Eagles de Philadelphie. Et les Chargers de Los Angeles clôtureront cette journée lors du Monday Night Football face aux Ravens de Baltimore dans un véritable choc. Les équipes en bye week cette semaine, les Falcons, les Bills, les Bengals, les Saints, les Jets et les Jaguars. Autant dire qu'on ne pourra pas se moquer ni des Jets ni des Jaguars la semaine prochaine. Et ça déjà, ça nous désole un peu. Mais que voulez-vous ? C'est ainsi. Je vous invite à aller réécouter
écouter, si vous ne l'avez pas encore fait, le débriefing de la semaine 11 qui a été publié ce mardi matin. N'hésitez pas à aller y jeter une oreille. N'hésitez pas aussi à aller écouter les podcasts NHL, MLB et NBA qui sont aussi disponibles sur TFA. Nous remettrons le lien de la cagnotte de nos amis des Canners de Martinique si vous voulez participer à leur aventure du flag football à Tampa Bay. On les remercie une nouvelle fois d'avoir été avec nous pendant ce podcast. On se retrouve pour le prochain rendez-vous NFL vendredi sur les coups de 22h, 22h15 pour parler de la preview de la semaine 12 avec les paris sportifs de Waik et la fantasy de Bertrand. Merci mon Seb d'avoir été là, merci Yaya, merci Flo. On se dit à très vite sur TFA. Salut tout le monde. Ciao. Salut, ciao.